Anime was a mistake. Anime was a mistake. Anime was a mistake. And now, I finally understand. Vous avez forcément déjà entendu cette phrase, et c'est normal parce que, après tout, elle vient du maître de l'animation en personne, Hayao Miyazaki. Ou pas du tout en fait. Salut tout le monde, c'est Théromique, et aujourd'hui on va parler de définition. Et ça c'est un nouveau décor. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas je l'aime bien. Alors un peu de contexte. En 2014, Miyazaki donne une interview sur le site japonais Golden Times dans lequel il est ouvertement sceptique à propos de l'état de l'animation japonaise et de la mentalité des animateurs actuels. Un an plus tard, en 2015, quelqu'un poste sur Tumblr 2 gifs animés reprenant des extraits de Miyazaki dans le documentaire Le Royaume des rêves et de la folie, avec en dessous 2 faux sous-titres. Ceux qui se considèrent comme des otaku me rendent vraiment malade. Et bien sûr le fameux Anime was a mistake, it's nothing but trash. Les animés sont une erreur. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Miyazaki n'a en réalité jamais dit ça. C'est finalement juste un mème sur internet, sauf que comme toute blague, elle a un peu un fond de vérité. En effet, s'il n'a jamais été aussi direct, Miyazaki n'a jamais caché ses problèmes avec l'état actuel de l'animation japonaise. Sa véritable citation, la voici. Vous voyez, que vous puissiez dessiner comme ça ou non, être capable d'imaginer ce genre de design, ça dépend si vous pouvez vous dire ou non « Oh oui, des filles comme ça existe dans la vraie vie ». Si vous ne passez pas du temps à observer des vraies personnes, alors vous ne pouvez pas faire ça, parce que vous ne l'avez jamais vu. Certaines personnes passent leur vie à ne s'intéresser qu'à elles-mêmes. Presque toute l'animation japonaise est produite sans observer de vrais gens, vous voyez. Elle est produite par des hommes qui ne supportent pas de regarder d'autres personnes. C'est pour cela que l'industrie est pleine d'otaku. Et d'une certaine manière, c'est vrai, aujourd'hui l'animation japonaise se compose principalement de stéréotypes clairs. La tsundere, la kudere, la gale, le narukai, la grande majorité des personnages que nous regardons appartiennent à des types très précis, créés de toutes pièces. Parce que oui les amis, la tsundere ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est juste une variation d'une variation d'une variation d'une variation d'une variation d'une variation qui n'a plus vraiment d'attache avec le réel. Donc si quelqu'un vous insulte et vous demande de partir, c'est pas parce qu'elle est amoureuse de vous, c'est généralement parce que vous la faites chier. Ce qui énerve Miyazaki, c'est donc que les animés n'aient plus d'ancrage dans le réel et ne soient plus que des produits formatés, stéréotypés et souvent dégradants pour l'image de la femme. Oups. A l'inverse, les films du studio Ghibli ont su se démarquer grâce à leurs personnages forts, réalistes et très attachants qui donnent aux histoires de Miyazaki une nuance et une complexité profonde. En fait, Miyazaki veut faire des films avec des personnages réalistes qui ne se résument pas à un simple stéréotype. Personnellement, c'est la raison pour laquelle je trouve que Dame Eboshi, la méchante de Princesse Mononoke, est une si bonne antagoniste. Ça aurait été très facile d'en faire une simple femme avide de pouvoir qui détruit la nature, mais non. À la place, Miyazaki nous montre toute la nuance de son personnage. Au cours du film, on voit que c'est également une leader bienveillante et aimée de son peuple qui se bat pour le pouvoir des femmes. Et si elle ravage la nature, c'est avant tout pour protéger sa ville d'une oppression plus grande. À la fin, elle se rend compte que sa manière de faire n'était pas la bonne, mais elle n'est pas pointée du doigt ou diabolisée. C'est un personnage complexe qui a une vision, fait des erreurs, apprend et évolue. Et c'est vrai qu'il faut avouer que ce genre de développement de personnage, dans l'animation japonaise, c'est généralement assez rare. On pourrait donc se dire que Miyazaki a raison et que les clichés, c'est de la merde. Sauf que je suis pas d'accord avec ça. Parce que d'un autre côté, cet aspect factice et stéréotypé, j'avoue que je l'ai au contraire toujours considéré comme l'une des forces de l'animation japonaise. Alors oui, j'ai peut-être sous-entendu l'inverse dans le précédente vidéo, mais en vrai, j'aime un peu ça. Je vous jure, je suis cohérent. Très cohérent ce que j'ai dans cette vidéo, toujours cohérent. Sauf pour le problème du sexisme. Ça vraiment, je pense qu'il faudrait arrêter un moment parce que ça suffit. Enfin, tu es sexiste? Arrête. Pour moi, ces archétypes sont finalement ce qui a permis au médium de se développer et de créer des genres bien à lui, comme le shonen ou le shoujo. Tous ces personnages aux traits et caractéristiques artificiellement exagérés créent une expérience qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. C'est justement pour ça que je pense que l'animation japonaise est si difficile à adapter en film live. Précisément parce que les personnages de manga et d'anime sont naturellement exagérés. Et en animé, ça passe sans problème, parce que tout le médium est construit autour de ça. Mais du coup, lorsqu'on transpose ça avec de vrais acteurs, ça marche plus. Ainsi, pour moi, les points sur lesquels on critique les animés sont en réalité ce qui fait la force du médium. Bien sûr, ça veut pas dire que les clichés c'est toujours bien, on va pas se mentir, souvent c'est pas ouf, mais c'est pas fondamentalement mauvais. Et si on prend la peine de leur laisser une chance, alors ils peuvent nous faire vivre des expériences tout à fait inédites qui valent la peine d'être vécues. Ma question c'est donc pourquoi Miyazaki dit-il ça? Pourquoi est-ce qu'il semble refuser en bloc ces expériences? Ma réponse c'est qu'en réalité, les films de Miyazaki ne sont pas des animés.
je sens que celle-là, elle va être dure à défendre. Hein. Alors de base, il faut se dire que le terme animé, c'est quand même assez flou et qu'il existe encore aujourd'hui beaucoup de débats pour délimiter ce qui est un animé ou pas. Je vous rassure, on va pas se pencher là-dessus cette fois-ci, ça sera pour une autre vidéo, mais on peut tout de même être d'accord pour se dire que ce que l'on considère instinctivement comme animé, c'est en fait un ensemble très large d'œuvres finalement très différentes. C'est vrai, quand on compare un animé d'aujourd'hui comme Jujutsu Kaisen à quelque chose comme Horus le Prince du Soleil ou même Sazae-san, c'est un peu dur de voir ce qu'ils ont en commun, et pourtant on les considère tous les deux comme des animés. Après, on peut quand même trouver des caractéristiques communes et fondamentales à toutes ces œuvres, comme l'origine, la narration ou même peut-être le style graphique, mais toutes ces caractéristiques possèdent leurs exceptions, et aucune d'entre elles ne semble vraiment réussir à englober tout ce qu'on appelle animé. Souvent, dans ce genre de débat, c'est là qu'on ressort Panty and Stocking, un animé de Gainax sorti en 2010, qui se place vraiment à la limite entre l'animation japonaise et occidentale. Voilà, ce plan. Ce plan, il a fait exploser le cerveau de plus d'un chercheur. Ça, personnellement, je le sais, vraiment, les cauchemars. L'une des principales raisons de ce problème, c'est que le terme animé englobe des titres qui appartiennent à déjà des genres et des influences très différents, mais surtout à des époques et des contextes d'industrie très variés. En effet, l'animation japonaise de 1975 n'était pas celle de 1990, qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. En un siècle, la manière de faire des animés a évolué et surtout s'est largement diversifiée. C'est ce qu'explique Mark Steinberg dans son livre Animes Media Mix. Alors je sais que j'arrête pas de citer ce livre à tout bout de champ, mais c'est fou comment il est trop bien. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, très tôt, l'animation japonaise s'est séparée en deux branches. Alors, un peu d'histoire. Durant la première moitié du XXe siècle, l'animation japonaise ressemblait beaucoup à l'industrie occidentale. On avait un seul grand studio, la Toei, qui dominait tout le marché et qui faisait principalement des films d'animation à gros budget, dans le même style que Disney à l'époque. Cependant, tout va changer dans les années 60, lorsque Osamu Tezuka va lancer sa série Astro Boy, qu'on considère généralement comme le premier vrai animé. Contrairement aux films de la Toei, Astro Boy, il est réalisé avec une seule priorité en tête, l'économie de moyens. La dèche. Pour tenir les délais, tout est bon pour gagner du temps et économiser de l'argent et des dessins. Tezuka va également s'appuyer sur les ventes de ses mangas ainsi que sur les ventes des produits dérivés pour éponger les pertes systématiques de sa série. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui le transmédia. Et à partir de là, on va voir se former deux manières de faire de l'animation japonaise. Tout d'abord, on a d'un côté tous ceux qui vont suivre la philosophie d'économie de Tezuka, et de fil en aiguille qui vont former le côté aujourd'hui mainstream de l'animation japonaise, avec les séries fleuves, puis les OAV, et enfin aujourd'hui les animés de saison. Cette dépendance à d'autres médias, cet aspect de synthèse, de donner l'illusion du mouvement avec le moins de dessins possible, on le retrouve encore aujourd'hui dans presque tous les animés qui sortent. Certains, comme les gens de chez Trigger, en ont même fait leur marque de fabrique. Et puis de l'autre côté, on a toute la branche qui a suivi la philosophie de Toei et qui a continué à faire des films d'animation à l'esthétique travaillée et lissée. Cette branche, vous la connaissez, c'est Mamoru Oshii, Katsuhiro Otomo, et bien sûr le studio Ghibli avec Takahata et Miyazaki. Ainsi, à côté de la grande majorité des animés, on a des titres comme Ghost in the Shell, Akira, Le Voyage de Chihiro, qui sont ce qu'on pourrait appeler de la production haut de gamme, avec une animation extrêmement fluide et travaillée, des personnages complexes et une histoire profonde. C'est d'ailleurs pendant longtemps ce type d'animation japonaise qui a été reconnu par le public occidental. En effet, si les parents des années 90 crachaient allègrement sur DBZ ou les Chevaliers du Zodiac, Miyazaki c'était pas pareil. C'était des vrais films matures, sans gamine de 8 ans qui pilote des robots. Bon, c'est très caricatural, mais encore aujourd'hui, pour le grand public, l'animation japonaise, c'est pas Mushoku Tensei ou Fate Stay Night, c'est Your Name, Les Enfants Loups, Le Voyage de Chihiro, SNK à la limite, et c'est des œuvres donc techniquement très poussées, qui sont assez loin de ce qu'on peut appeler vraiment la culture otaku. Après, bien sûr, ces deux philosophies, elles sont pas entièrement séparées l'une de l'autre, et c'est même très courant qu'elles coexistent dans une seule œuvre. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. On a des animés qui sont la plupart du temps très statiques, et même parfois un peu moches, mais qui, de temps en temps, vont faire péter le budget et passer en mode Sakuga ultra fluide, ultra stylé pendant quelques minutes. Et ce que ça montre, c'est qu'au fil des années, on a deux facettes, deux visions différentes de l'animation japonaise qui se sont développées avec leur propre code et même parfois avec leur propre culture. C'est pour cela que Miyazaki critique la culture otaku. C'est parce que pour lui, ces films ne sont pas des animés. Son animation est bien plus inspirée par la branche développée par la Toei. C'est une philosophie qu'il défend ardemment et qui contribue à le séparer du reste de la production japonaise. Après, il reste quand même un minimum nuancé là-dessus. Enfin, genre, il a pas de haine viscérale contre les otaku. D'ailleurs, il avoue même en avoir été un dans sa jeunesse. Alors à l'époque, bon, les otaku, c'était surtout des fans de mécanique.
mais ça compte quand même. Miyazaki est aussi très ami avec Hideaki Anno, le créateur d'Evangelion, qui lui est un des plus grands adeptes de l'économie de moyens et qui a complètement embrassé la culture otaku. Alors certes pour mieux la critiquer, mais il l'a embrassé quand même. Il y a aussi une partie de moi qui veut croire que ce que dénonce Miyazaki lorsqu'il critique les animés, c'est avant tout l'état de son industrie et les conditions de travail déplorables des animateurs. Mais ça, c'est de la spéculation. Et connaissant le bonhomme, j'y crois pas trop. Mais quand même, ça reste intéressant de se dire que celui qu'on considère comme le porte-étendard de l'animation japonaise dit lui-même ne pas faire d'animé et fait tout pour se séparer le plus possible de la culture otaku. Et à partir de là, on pourrait se poser une question. Est-ce que des séries comme Avatar ou Wakfu, qui sont occidentales donc pas japonaises, mais qui s'inspirent très fortement des codes du médium, ne seraient pas plus des animés que Miyazaki ? Après tout, on pourrait considérer que ce qu'on appelle animé correspondrait en fait davantage à une expérience, un ressenti, et peut-être même une culture. Ainsi, si des œuvres d'animation japonaises se détachent de cette expérience, alors on n'aurait pas nécessairement besoin de les considérer comme des animés. Et vice-versa, si des séries d'animation occidentales nous procurent le même ressenti que des animés japonais, qu'est-ce qui nous retient de les considérer elles aussi comme des animés à part entière ? C'est une question complexe qu'on abordera dans une future vidéo, mais je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de remettre en question notre vision de ce qu'on considère comme être un animé. En fait, j'ai l'impression qu'on a souvent tendance à rester très en surface dans notre rapport avec l'animation japonaise. Sur YouTube, on est très fort pour décortiquer, analyser et recommander des œuvres. Cependant, j'ai l'impression qu'on parle pas beaucoup de ce que c'est vraiment les animés pour nous. L'animation japonaise est très vaste, bien plus que ce que l'on croit. Ce que montre le concept des différentes branches de Mark Steinberg, c'est que notre vision de ce qu'on pense être un animé a de fortes chances d'être biaisée ou incomplète. C'est pour ça que je pense que c'est important pour nous, en tant qu'occidentaux, de se questionner sur qu'est-ce qui constitue pour nous l'animation japonaise et son industrie. Par exemple, pour moi, je sais que c'est avant tout une manière différente d'écrire des personnages et de les faire bouger dans l'espace. C'est pour ça qu'un de mes animés préférés, c'est Kill la Kill, parce qu'il a une manière d'animer et de développer narrativement ses personnages que je ne retrouve nulle part ailleurs. Ainsi, je pense que si jamais je retrouvais ces caractéristiques dans une série d'animation occidentale, alors j'aurais tendance à la considérer elle aussi comme un animé. La conclusion de cette vidéo, c'est donc avant tout une question. Pour vous, qu'est-ce qui fait un animé ? Qu'est-ce qui fait que vous en regardez et qu'est-ce qui vous attire que vous ne trouvez pas ailleurs? N'hésitez pas à me répondre en commentaire, je me ferai une joie de débattre avec vous. Je pense que c'est une question très subjective et que plus on arrive à comprendre la subjectivité des autres, alors mieux on arrive à saisir la sienne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Teromi qui vous parlait, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!